Bonsoir et bienvenue dans Click tous les soirs 19h45 en clair sur Canal+. Ce soir, on répond à une question. Où es-tu, Jérôme Jarre? Et Jérôme Jarre est dans Click. Comment ça va, Jérôme? Je suis chez Mouloud. Tu vas bien? Ça va, ça peut aller. Merci d'être avec nous. Tu as été entre 2013 et 2017 l'influenceur et le créateur français le plus connu au monde. Tu t'es fait connaître avec des vidéos de 6 secondes sur Vine. C'était la toute première plateforme de vidéos courtes, juste avant TikTok. On regarde. I'm so bored today. Oh my God. Feel much better. French fries or French kiss? French kiss? Woohoo! Look, it is a squirrel, modern. Let me take a selfie. Bonjour! Bonjour madame, comment allez-vous? You can get a hug in a pharmacy. Bonjour, je voudrais un câlin s'il vous plaît. Essayez d'avoir un câlin? Look at this baby squirrel. Everybody needs a moustache. Moustache! Oh oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu deviens ensuite connu dans le monde entier. On te reconnaît aux États-Unis grâce à ton accent français. Et tu fais des vidéos même aux Oscars et aussi avec... Regardez. Jérôme Jarre has become the king of Vine by creating really funny videos full of so much positivity. Et après, t'es plus choqué qu'il soit avec De Niro sur un Vine. Robert, what are you doing with my Vine? This is yours? My Vine account. T'avais des Vines de Jérôme avec un rien Grande. Et moi, j'étais là en mode, waouh, il est français, cocorico. Tu as même été reçu sur le plateau d'Hélène DeGeneres. He now has over 2.5 million followers. Please welcome Jérôme Jarre. He just asked, he said no French kiss. I'm French. I know. It's Jérôme Jarre? Yes. Am I saying it right? I mean, in French we say Jérôme Jarre, but I'm not gonna ask you to say Jérôme it. Jarre. Exactly. Un jour, tu décides d'utiliser ta notoriété et les réseaux sociaux autrement. Tu crées le mouvement Love Army juste après l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Après l'attentat, tu reviens en France avec une mission, remonter le moral des Français avec cette Love Army. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En 2016? Ouais. C'est assez spontané. On est en train de soutenir une asso aux Philippines. Et t'as juste envie de rentrer à la maison parce que c'est triste de voir la division en fait sur les réseaux autour de qui a fait les attentats et est-ce que c'est qui doit être blâmé pour ça. En fait, tu sens que ça va créer de la peur. Février-mars 2017, tu lances une opération humanitaire en Somalie. Tu lances un appel aux dons sur Twitter pour lutter contre la famine qui sévit là-bas. En 2 jours, tu récoltes pas moins de 2 millions de dollars. Grâce à ces dons, vous acheminez par avion de l'eau et de la nourriture. Et à l'époque, l'artiste JR avait pris sa caméra pour Click et avait été allé à ta rencontre en Somalie. Là, il leur manque de la nourriture, donc on a amené un camion de 20 tonnes. 20 tonnes, ça permet de fournir pour un mois 200 familles. En comptant 6 personnes par famille en moyenne. D'accord. Donc au niveau de ce qu'il y a, il y a de la farine, du riz, des petits pois, du sucre, il y a de l'huile végétale et il y a des dattes. Tout a été acheté ici en Somalie. Tout a été acheté localement au marché local pour soutenir l'économie. Parce que si tu achètes de la nourriture en France pour la Somalie, tu soutiens l'économie française. Exactement. Les anciennes associations, eux, ils sont plutôt dans le mode ah oui, donc la pauvreté, c'est presque devenu une industrie pour eux. Les mecs, ils ont un salaire tous les mois, ils prennent des dons. Nous, on fait pas ça du tout. On n'essaie pas de gagner notre vie en faisant de l'humanitaire. C'est quoi ta réaction? Je suis dur. Je suis extrêmement arrogant envers les associations classiques à ce moment-là parce que je viens de tomber amoureux d'un modèle qui n'est pas celui de distribution là, mais c'est que le direct cash. C'est l'idée que tu donnes les dons directement en virement aux gens. Et en fait, à ce moment-là, je me dis tout le monde devrait faire ça en fait. Et c'est vrai que je suis grande gueule et c'est vrai que je tape sur les humanitaires un peu fort. On va y venir. En 2017, avec la Love Army, vous allez dans le plus grand camp de réfugiés du monde au Bangladesh afin de sensibiliser l'opinion publique au sort des Rohingyas, minorité musulmane qui fuit alors une épuration ethnique en Birmanie, avec des créateurs de contenu connus comme Mr V, Seb Lafrite, Natou et des stars comme Omar Sy ou DJ Snake. Vous réussissez à lever 4,3 millions de dollars, environ 4 millions d'euros, avec le hashtag Love Army for Rohingya. C'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'était... ça s'est très bien passé la Somalie. On a
réussi à finir avec de la distribution de cash pour les gens. Et on s'est dit, vas-y, on va au Bangladesh, on va faire la même chose avec les Rohingyas. On va lever des sous, ça va faire du bruit sur les Rohingyas et aussi, on va y donner en direct cash. Donc, c'est-à-dire distribuer des téléphones basiques dans le camp, envoyer les sous dessus et on rentre. 3 semaines, 1 mois, quelques semaines et c'est fini. La mission, c'est à la fois démontrer que le direct cash, c'est du lourd et que ça rince les gens, les réfugiés. Et c'est aussi faire une action qui aide les Rohingyas, quoi. Et là, tout se passe pas comme prévu. Ce qui se passe pas comme prévu, c'est que au bout de 2 semaines, je comprends que on va pas avoir le droit de donner le cash aux Rohingyas. En fait, il y a des lois du gouvernement bangladeshi qui disent c'est dead. On avait beau aller dans des meetings, etc. C'est impossible. Vous ne pourrez pas donner le cash. Et donc, en fait, on se retrouve à devoir faire un truc classique, comme si on avait fait une levée de fonds classique du type un Z-Event, tu vois, où tu dois donner à des ONG derrière. Tu es là aujourd'hui parce qu'il y a un documentaire qui met en cause cette action. C'est un documentaire de Charles Villa, grand reporter pour Brut. Il avait lui-même cru en cette aventure de la Love Army. Il t'avait suivi sur le terrain auprès des Rohingyas. Et un documentaire qui s'appelle #Love Army, où est-il Jérôme, est sorti mercredi sur la plateforme Prime Video. C'est numéro 1 en ce moment. Est-ce que tu as vu ce documentaire? J'ai vu ce documentaire, ouais. Et je suis là pour y répondre. Je suis là pour en parler, pour à la fois reconnaître mes erreurs, parce que j'ai fait des grosses erreurs en com. J'ai fait n'importe quoi sur la com, sur cette aventure Rohingya, mais à la fois pour dire les choses qui manquent à ce docu pour pouvoir comprendre cette aventure. Depuis la sortie du film, qu'est-ce qui se passe pour toi? Depuis la sortie du film, bah déjà, je suis rentré... je vis en Afrique et du coup, j'habite en Afrique du Sud. Là, j'étais en Zambie pour un projet, je suis rentré de toute urgence. Quand je l'ai maté, c'était chaud. Et en fait, je reçois beaucoup de choses pas très cool sur les réseaux, tu peux imaginer. Parce que ce qu'il faut clarifier, c'est que le teasing de ce documentaire laisse sous-entendre qu'on ne sait pas où est l'argent. Ce qui est extrêmement grave. Je serais révolté de voir ça d'une action. Dans Le Monde, le producteur du film, Mathias Hillion, dit qu'il n'y a pas eu d'arnaque. Que le rapport de la Love Army que tu as publié sur Twitter en juin 2022 certifie que l'argent a bien été remis à des ONG et que tu as vu haut, très grand, très haut, et que tu t'es pris un mur. Ouais. Et le réalisateur du documentaire dit « La série doc ne raconte pas l'histoire d'un escroc. Concrètement, l'argent qui a été levé a été dépensé. Il a été donné à des associations. Ouais. Mais c'est toute la gestion de cet argent, que ce soit avec les associations locales ou dans les décisions qu'a pu prendre Jérôme, qui se sont révélées pas forcément bonnes, voire parfois mauvaises pour le développement de ces projets-là. » Ouais, et c'est quand même extrêmement grave qu'il y ait quand même une grande partie des gens qui ont été exposés à leur publicité et qui ont regardé le doc, qui se disent mais en fait on ne sait pas si ce mec est parti avec l'argent. Alors que derrière, dans des petits médias, enfin pas dans des petits médias, pardon, mais dans des trucs quand même moins impactants qu'un documentaire sur Prime, ils vont clarifier non, il n'est pas parti avec l'argent. Alors il est où l'argent? L'argent, il a été donné à des ONG. Ça, c'est quand même le truc à retenir de ce projet, c'est que tout l'argent est allé à des ONG. À partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi, je comprends que je dois donner l'argent à des ONG, techniquement, si je veux, je peux rentrer chez moi, quoi. Je peux juste expliquer en ligne. On n'a pas le droit de faire le direct cash. On va, tu vois, tu peux dire, choisissez des assos, on va donner à tel asso. J'ai décidé de rester à ce moment-là. Ça faisait déjà 2 mois que j'étais dans le camp. J'ai décidé de rester. Pourquoi? Pour accompagner, pour aller chercher quels assos vont faire ruisseler les dons le plus sur les Rohingyas. Parce qu'il y a des assos locales qui vont faire plus l'effort d'embaucher des Rohingyas. Il y en a qui ont peur de faire ça, parce que le gouvernement, il n'aime pas trop ça. Donc moi, je me dis, je reste jusqu'à la fin pour trouver les assos qui font bien qui font... J'ai des œillères, OK? Je ne choisis pas les assos sur... Je ne regarde pas tout. Je regarde lesquels vont donner le plus d'argent aux Rohingyas à la fin. Est-ce que tu penses que tu avais les compétences pour ça? Je considère que j'avais les compétences pour pouvoir donner aux assos qui allaient embaucher le plus de Rohingyas, oui. En fait, ce qui me déplaît sur ce documentaire, c'est qu'on zoome à fond sur les problèmes qu'il y a eu dans cette mission, mais on oublie de dire que ces problèmes, c'est moi qui les ai identifiés, c'est moi qui ai mis en place cette équipe de contrôle. Cette équipe de contrôle, c'est mon initiative. Et en fait, quand tu mates ce doc, tu as l'impression que je me fais pincer par des contrôles. Ça, c'est quand même très problématique. Le documentaire montre également un mensonge que tu as fait à une équipe de France 2. On regarde. Toute cette partie, c'est entièrement des maisons Love Army.
C'est 1800 maisons à peu près. 1800 maisons à peu près. Quand il dit 1800, c'est un mensonge. Toute cette partie. Au moment du reportage, on est mi-mai 2018. Il sait déjà qu'il va arrêter le contrat avec Cobat, qui ne fera que 1000 maisons sur les 3000 prévues initialement. On est donc très loin des 1800 qu'il annonce à France 2. C'est 1800 maisons à peu près. En fait, les journalistes sont venus sur le terrain sans préavis. Il fallait leur présenter quelque chose. Mais la situation sur le terrain fait qu'on ne pouvait rien leur présenter en vérité. Merci d'avoir accompagné les journalistes avec moi ces dernières 48 heures. Slim a retrouvé les échanges qu'il avait avec Jérôme à cette époque-là. Et c'est dans un de ses messages que Jérôme confirme qu'il a menti aux journalistes de France 2. Ce sera la première et la dernière fois qu'on devra jouer avec les mots pour présenter des résultats. L'humanitaire Slim Raïs qui témoigne à travailler avec toi pour la Love Army, est-ce que tu confirmes avoir menti? Je confirme que c'est extrêmement moche mes décisions à ce moment-là. J'ai fait de la grosse merde, mais c'est de la grosse merde de communication. Il faut mettre du contexte. C'est une énorme erreur de pointer des maisons à France 2 qui ne sont pas les nôtres, qui sont de la même asso à qui on a donné des fonds. Donc, en fait, ces maisons que je montre, nous, on a fait 3400 maisons avec cette... Enfin, on a donné de l'argent qui a construit 3400 maisons avec cette même asso. Maintenant, c'est vrai que quand je pointe ces maisons, c'est pas les nôtres. Et ça, c'est nul à chier d'avoir fait ça, et je le regrette, et c'est moche. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ce qui se passe dans ma tête, c'est que je sais pas exactement ce qui s'est passé encore sur les 1000 premières maisons. On est en train de faire des contrôles avec une autre asso. Et c'est vrai que France 2 débarque. Je suis pas prêt à en parler publiquement, moi. J'ai pas demandé à ce que France 2 débarque, en fait. Laissez-moi tranquille, laissez-moi un peu de temps pour faire le taf, que les assos fassent le taf. Et c'est vrai que j'ai paniqué, j'ai fait de la merde, et je m'en excuse aux journalistes de France 2. C'était nul, j'aurais pu peut-être réussir à leur expliquer mieux, tu vois. Mais c'est quand même important que les maisons que je pointe, il y en a eu 3400, des comme ça. Mais oui, c'est pas celles qui ont été payées par les dons. Le truc qu'on se dit quand on regarde ce documentaire, c'est on t'aurait jamais reproché, on n'aurait jamais reproché à un influenceur de dire voilà, j'ai réussi à lever tant d'argent qu'à la des associations, le reste c'est pas mon métier. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es rentré dans cette roue en fait? C'est que tu voulais quoi, de la lumière? C'était quoi le... Alors, je voulais certainement pas de la lumière, et c'est triste, c'est moche que le docu donne cette impression, parce que quand je quitte ma vie d'avant d'influenceur et d'entrepreneur, c'est bien que je renonce à tout ça. Tu vois, je ne voulais plus tout ça. Je veux y donner de la visibilité aux gens qui en ont besoin. Et j'ai une responsabilité envers les influenceurs, envers les donneurs, de quand même rester sur le camp pour voir ce qui se passe. Je me dis, rentrer chez toi, juste laisser les ONG, c'est pas bien. Et à côté, c'est vrai que j'ai ce truc de vouloir fédérer, que les jeunes, ils se sentent utiles de dingue, que les jeunes se sentent puissants. J'aime que les jeunes qui me suivent et qui suivent Love Army, ils se sentent puissants. Du coup, j'ai envie de leur montrer, regardez ce qu'on a fait, quoi. Mais c'est pas pour autant... Tu vois, là, j'ai pointé... Là, c'est trop moche ce que j'ai fait avec France 2. C'est super moche. Et il y a un autre truc. Mais l'impact, il a été là, quoi. On a eu un vrai impact. On a eu des vrais super résultats positifs. Et malheureusement, on les voit pas dans le doc. Donc pour toi, c'était un mal nécessaire? Non. Je dis pas que c'était un mal nécessaire. Le truc de France 2, c'était nul. J'aurais pas dû faire ça. Mais d'être resté, j'étais un peu obligé parce que sinon, on n'aurait jamais découvert tout ça. Mouloud, si on a découvert tout ça, si on a découvert que les 1000 premières maisons, elles étaient vraiment pas ouf, c'est parce que je suis resté. C'est parce que j'ai mis une team de contrôle. Tu vois? Donc, et après, quand j'ai découvert tout ça, on a switché vers une meilleure asso, quoi. Autre accusation, c'est de t'être associé avec une ONG turque IHH, proche du président Erdogan, soupçonné de soutenir des groupes terroristes. Et on voit ça dans le documentaire. Jérôme Jarre, qui dit vouloir faire de ce monde un monde meilleur, de vouloir être impliqué dans l'humanitaire, veut faire en un sens un deal, un échange, en ayant en face de lui quelqu'un qui ne cesse de réduire cet espace d'oxygène, d'expression de son peuple. Moi, j'étais dans la conversation groupée au moment où on était sur place, où on échangeait tous. Et la veille du live, il écrit ça. Le président de la Turquie risque de vraiment beaucoup nous aider.
Un tout petit peu plus loin, il écrit « Poto, dans 2 heures, on va tweeter comme des bourrins pour inviter le président turc à participer et nous aider à trouver des fonds pour les Rohingyas. Le hashtag, c'est Erdogan help Rohingya. » Voilà, c'était préparé à l'avance et il connaissait très bien le nom du président et savait très bien comment ça s'écrivait. Ouais, donc c'est pas beau du tout. Aussi, dans le film, on voit un moment où je suis sur le live stream à faire c'est quoi déjà le nom du président de la Turquie? Ça, quand je vois ça, genre. Tu fais comme si tu connaissais pas le nom de Erdogan. Ah, mais c'est trop moche. C'est le moment où on lance la Love Army, on est à max pression, mais c'est moche. Mais en fait, c'est pas la pression. C'est pas. Déjà, j'ai fait de la merde en com à ce moment-là, ok. Mais la raison d'avoir fait ce choix-là, si je dois l'expliquer, hein, c'est en fait, j'ai trop voulu privilégier de vouloir créer une impression de spontanéité, si tu veux, parce que ça marche très bien la spontanéité sur les réseaux, qu'à ce moment-là, j'ai besoin qu'on crée de l'engouement autour de Love Army for Rohingya pour aider les Rohingyas. Et je me dis, purée, si on arrive à avoir Erdogan, derrière, il peut avoir d'autres présidents, ça peut être énorme pour les Rohingyas, quoi. T'imagines si les présidents du monde se disaient « Toi, t'as aidé ?» Tu vois, ça aurait été énorme. On savait pas de quelle manière Erdogan allait aider. Maintenant, je dois clarifier quand même que je suis pas pote avec Erdogan. Faut peut-être pas aller trop loin. Qu'est-ce qu'il s'en fout de moi, tu vois. Au moment où tout ça se passe, en fait, il y a mon ex. Pourquoi Erdogan? Pourquoi Erdogan? Parce que c'est trop drôle. La Turquie, c'est un des pays qui a le plus aidé les Rohingyas. Et Erdogan... c'est un des pays qui a le plus aidé les Rohingyas. Erdogan, il s'est souvent positionné pour les Rohingyas. Je sais même plus s'il n'est pas allé dans le camp. Tu vois, genre, les Rohingyas nous en parlent. Tu vois. Enfin, moi, ça fait déjà 1 mois que je suis dans le camp à ce moment-là. J'y étais avant tout le monde, tu vois, genre, avant que les influenceurs rejoignent, machin. Et ben, que notre petit groupe, je veux dire. Et ben, on nous en parle quand même de Erdogan. Ils savent que Erdogan, il a aidé. C'est un peuple musulman. Oui, c'est des présidents musulmans qui s'en préoccupent un peu plus, quoi. Tu vois. Maintenant, si tu veux l'anecdote, il y a mon ex, au moment de tout ça, qui se pointe au palais à Ankara, ou je sais pas trop, enfin bref, en Turquie, qui se pointe au palais pour dire regardez le hashtag, est-ce que vous pouvez nous aider? Moi, je suis dans l'espoir qu'on va choper des millions pour les Rohingyas, que ça va propulser un truc de ouf. Sauf qu'en fait, ils ont juste tweeté ouais, on va donner au croissant rouge turc, tu vois. Bon, c'est là où c'était une petite déception. Donc, il n'y avait rien de validé, il n'y avait rien de sûr. J'avais laissé passer un message qu'on allait faire ça, parce qu'il faut quand même leur donner un peu de temps à ces gens-là pour processer le truc, est-ce qu'ils t'aident, est-ce qu'ils t'aident pas. Mais quand même, l'intention, elle est quand même d'aider les Rohingyas, quoi. Est-ce que tu n'as pas eu les yeux plus gros que le ventre en disant « Mon influence me donne un tel pouvoir que je peux atteindre tout le monde » Non, c'est pas une question d'influence que j'ai eu le contact qui permettait d'aller ça. Franchement, c'est un peu fruit parcours de vie. C'est-à-dire, j'ai fait une campagne publicitaire avec Turkish Airlines en 2016. Elle est assumée, hein, à la fin de la vidéo, il y a écrit « Merci Turkish Airlines », tu vois, genre. C'est quand je faisais de la pub, avant la Love Army. Quand on voit qu'on veut aider la Somalie et qu'on voit qu'il n'y a qu'une compagnie aérienne internationale qui va jusqu'en Somalie, c'est les Turcs. Parfait, je me dis... Ils savent qui je suis, on a déjà fait une campagne, ils vont répondre quand on va aller en ligne, tu vois. Et donc, on part en ligne à demander un avion à Turkish Airlines. À partir de là, tu crées quand même une petite connexion à cette airline, quoi. Ça leur a fait une pub gratuite énorme. Et en fait, c'est vrai qu'à partir de là, il y a une relation, on les connaît, mais après, c'est pas pour autant qu'on peut leur demander quoi que ce soit, des gros trucs non plus, tu vois. Et c'est juste que je me sers en fait, moi, j'ai mis toutes les cartes que j'avais. Toutes les cartes que j'avais, je les ai mises sur la table. Si j'en avais eu des meilleures, j'aurais fait autre chose. Ce que j'avais, c'était Turkish Airlines. Bon, on est allé voir Turkish Airlines. Ce que j'avais, c'est peut-être Erdogan. On a dit peut-être Erdogan, tu vois. Bon. Cette impulsivité, elle t'est reprochée par des gens qui travaillent pour des ONG, comme Alix Pelliset, qui travaille pour l'ONG Première Urgence Internationale, et qui reproche justement le manque de professionnalisme de la Love Army. On l'écoute. Nous, on n'est pas au courant et on est censé être au courant de tout ce qui se passe dans le camp. Et c'est nous qui disons aux gens où ils peuvent s'installer, en fait. Je connaissais de nom la Love Army, mais je découvre qu'effectivement, ils sont présents dans le camp 20, alors qu'ils n'ont jamais demandé à y travailler. Ils ne participent pas du tout aux réunions de coordination. Je pense que le côté, entre guillemets, non professionnel de la Love Army, ça a une certaine limite.
C'est très bien ce que vous faites, mais c'est vrai qu'il faut le faire dans un certain cadre. C'est très bien de vouloir venir aider les gens. Il y a une bonne volonté de sa part initiale, bien sûr. Mais en fait, si tu ne sais pas comment t'y prendre, ça va plus les desservir qu'autre chose. Comment tu prends ? Et ben, le truc, c'est que ça, par exemple, c'est sorti du contexte que, genre, on a donné les dons à des ONG, les gars. Donc là, quand on communique, Love Army a pas fait du bon taf. Love Army, c'est quoi? C'est moi qui suis resté dans le camp pour contrôler le taf des ONG. Point, tu vois. Et qui fait venir des gens pour contrôler. C'est sorti du contexte. Maintenant, j'ai mis tellement lourd à l'époque au secteur humanitaire, j'ai été tellement arrogant, comme tu l'as montré au début, c'est normal que je me prenne une grosse tarte. C'est compréhensible. Mon discours, il a changé, tu vois. On pouvait penser que tu avais envie d'ubériser l'humanitaire. Quand je parle d'ubérisation dans une conférence, je parle pas de Love Army. Peut-être que, tu vois, je suis en train de montrer notre modèle Love Army de direct cash. Et selon moi, c'est le direct cash qui est l'ubérisation de l'humanitaire, qui rend direct donneur-receveur. Direct cash, c'est une révolution. Et j'ai jamais voulu, tu vois, enfin, il y a des gens, il y a des gens qui ont créé des grosses structures de direct cash. Maintenant, c'est super, c'est trop bien, je suis trop content. On n'a pas fait ça, tu vois. Peut-être que ça aurait évolué vers ça, on ne sait pas, tu vois. En fait, Rohingya, si ça avait duré 1 mois, bah, peut-être que 2 mois plus tard, on était sur une autre cause à faire du direct cash. L'idée, c'était faisons un bal de direct cash tant qu'on peut, tu vois. En fait, tu fais transitionner des dons des gens vers les gens qui en ont besoin. Rohingya, on s'est pris un mur parce que c'était pas le droit. Je suis resté jusqu'au bout. Ça me fait mal dans le doc d'entendre que je suis parti avant alors que c'est complètement faux. Mais t'es passé où? Moi, je suis parti quand on savait exactement quel assaut avait les dons. Ouais. Par exemple, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu aux sollicitations de Brut? Tu vois, ceux qui sont restés, tu vois, ceux qui restent dans le camp et qui disent Jérôme nous a laissés, c'est ceux qui sont venus pour faire du contrôle. Ouais. Jérôme, il peut partir au bout d'un moment quand même. Tu vois, genre, ça fait, je suis là depuis octobre, tu vois. On est en mai, je suis tous les jours dans le camp, c'est bon quoi. J'ai fait 2-3 pauses, 2-3 moments, mais pas assez de pauses. Tu vois. Jérôme, il est où? Jérôme, il est rentré, il est sorti du truc. Encore une fois, quand tout était fini. Et c'est vrai que je pense que ça a dû faire une blessure à mes 2 plus proches Rohingyas avec qui j'étais, Mouhib et Mohamed, que personnellement, j'ai pas pu garder contact. C'est une histoire personnelle de lui et moi, tu vois. Mohamed, qu'on voit beaucoup dans le doc. Justement, on l'écoute. Vas-y, pardon. He told that he will raise a big fund and he will buy an island to any area of the world and took all the Rohingya, all the stateless people to that area. I believed him. I believe him. It is my dream to be citizen of any country. Any country. Even I can die for that. Il propose un espoir fabuleux aux populations, mais ces gens, ils sont quand même tout perdus. Ces personnes, elles méritent le droit d'avoir des personnes compétentes et professionnelles. Elles n'ont pas besoin de gens qui vont improviser des projets et qui vont probablement faire plus de mal. He told me that you will be the first citizen. You will be the wallah. He told me you will be the first citizen. But later, he has broken all our heart. He has just split with us. Ça me fait trop mal de voir ça, parce qu'en fait, c'est, encore une fois, ça c'est extrêmement sorti du contexte. Donc Mohamed, je lui ai reparlé il y a 4-5 mois quand j'ai appris qu'il avait fait une interview pour savoir qu'est-ce qu'il en est, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il a envie de me dire, en fait. Je lui ai reparlé hier soir aussi. Et en fait, il m'explique que c'est lui, quand il dit Jérôme, il m'a brisé mon cœur, il parle de notre relation perso, que je suis reparti et que j'ai dû le bloquer sur WhatsApp. Tu vois? Mais pourquoi? Parce que j'en pouvais plus. Tu vois, je suis sorti du camp, j'étais en burn-out complet, j'étais capoute. J'avais trop donné de moi-même. Et donc, là, on parle d'une relation personnelle entre lui et moi qui est sortie du contexte pour faire croire que j'ai trahi les Rohingyas. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et Mohamed, hier soir, était en pleurs au téléphone. Tu vois, genre, on parle de Do No Harm. Moi, je ne l'ai jamais fait pleurer, Mohamed, je crois pas. Hein. Et là, le documentaire, il en pleurait, tu vois. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je te jure que c'est vrai. Et donc, ouais, le Do No Harm, tu vois, je lui ai dit, Mohamed, ils ont coupé ça. La femme, elle dit Do No Harm, qui est un truc très connu dans l'humanitaire. Tu fais pas plus de mal. Mohamed, il me dit, mais putain, mais on peut pas dire que Love Army a fait du mal aux Rohingyas. On peut pas dire ça, quoi. Parce qu'en fait,
ce qui se passe dans ce doc, c'est qu'il devrait s'appeler ce doc « Tous les problèmes rencontrés sur la mission Love Army ». Dans ce cas-là, ça aurait été honnête. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas montré toutes les bonnes choses qui se sont passées. Mohamed, il me disait hier soir, mais putain, on aime la Love Army, faut... Tu vois, c'est pas tout mélanger, c'est-à-dire, si tu enlèves toutes les bonnes choses qui se sont passées et que tu rassembles toutes les conneries de com que j'ai fait et les problèmes qu'il y a eu sur la mission qui ont été découverts par les équipes que j'ai mis en place, bah c'est sûr que tu as une image infâme de genre, moi, si je me connaissais pas et si j'avais pas vécu le truc, je trouverais ça infâme et je le comprends que les gens soient déçus, quoi. Et c'est quoi les bonnes choses? Les bonnes choses, c'est que les 1000 maisons au BAT, tu vois, qui sont pourries, qui sont pas assez bien, qui sont problématiques, qu'il y a eu des vols de bambou dessus, nanana. D'une, elles sont encore là, ces maisons, ok? Les gens, ils sont sous un toit, ils sont pas dans une tente infâme. Aussi, ces 1000 maisons, c'est 15% d'utilisation des dons. T'en as pas l'impression quand tu regardes le doc. Donc c'est quoi le reste? C'est 3400 maisons de plus avec IHH, tu vois. Je veux bien entendre que géopolitiquement, ils sont liés à la Turquie et tout. Bon, c'est quand même 3400 maisons. Elles sont... Il y en a encore plein qui sont là, de ces maisons, tu vois, qui hébergent... Il y a des Mohamed, hier, il m'a dit, il y a des milliers de Rohingyas qui ont une maison grâce à la Love Army, tu vois. Aussi, je veux le rappeler, les maisons au BAT qui sont pourries, elles ont été construites par qui? Par des Rohingyas, ok, qui ont été payés pour le faire. C'était ça mon objectif. Moi, j'ai des œillères dans le camp. Je veux bosser qu'avec des assos qui sont prêts à prendre le risque d'embaucher des Rohingyas. Parce que c'est borderline. T'as le droit, le gouvernement n'aime pas trop, c'est galère de le faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces assos. Il y a eu quoi d'autre qui n'est pas parlé dans le doc? Il y a eu 80 puits, 1000 réparations de puits. Tu vois, les puits, il y a eu des problèmes aussi dessus, qu'ils auraient pu être plus profonds, nanana, qu'on a trouvé, nous, avec nos teams, tu vois. Mais il y a eu surtout 1000 puits de réparer, 1000 réparations de puits. Ça, c'est génial. C'est génial, c'est-à-dire... Et ça, c'est parce que je suis resté, quoi. Je suis resté solo, et je disais, mais c'est cool de creuser des puits, mais genre, on peut pas réparer... ça coûtait vachement moins cher d'en réparer. Je crois qu'à grande échelle, c'était 40 balles de réparer un puits. On peut les vérifier où, ces chiffres? Dans un rapport que j'ai posté en 2022, où tu as toutes les assos qui disent « Hey, nous, on a reçu tant et on a fait ça. » Moi, j'étais là quand ils ont fait ça, tu vois. Donc, je peux te dire que c'est vrai. Et aussi, on a tout filmé. C'est un truc qui est un peu chaud. On donne l'impression que j'ai disparu, que j'ai jamais voulu revenir, que je me cache. Alors qu'on a filmé un doc pendant l'entièreté de cette aventure. Pas 3-4 fois revenir dans le camp, tu vois. Genre, on a filmé, on était là. Quand les maisons se font construire, quand les puits se font creuser, quand les puits se font réparer, quand les Rohingyas sont payés. On a filmé tout ça et c'est juste qu'on l'a pas encore sorti. Voilà. Et ça, c'est une erreur de com de moi. J'ai fait de la merde, de penser que je pouvais faire confiance, que tout allait bien se passer, que tu pouvais clarifier plus tard les chiffres. Il y a un truc qui me brise aussi, enfin qui me fait mal, c'est qu'ils communiquent sur Jérôme a menti aux influenceurs. J'ai pas menti aux influenceurs. Tu vois, je suis là pour reconnaître tous mes torts, Mouloud. Si j'avais menti aux influenceurs, je le dirais. J'ai jamais menti aux influenceurs. Les influenceurs, si je suis approximatif dans les chiffres, c'est parce que les ONG, ça change ce qui est prévu de faire. Tu vois. À un moment, on a prévu de faire 100 écoles. Quand, au bout de quelques écoles, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas le droit de donner de la vraie éducation aux Rohingyas, bah moi, je préfère dire, on ne fait pas plus d'écoles, on va faire des puits, quoi. Donc, c'est des choix pour le bien des Rohingyas, tu vois. Et si derrière, j'ai pas appelé les influenceurs, au fait, Natou, tu sais, à un moment dans la vidéo, tu dis 100 puits, 100 écoles, en fait, on a changé. C'est vrai que j'ai fait le con, j'aurais pas dû faire autant confiance qu'on pouvait clarifier plus tard. J'aimerais qu'on les écoute, justement. Ouais, vas-y. Moi, s'il s'est planté, je lui en veux pas. Juste relou, quoi, de pas le dire. Et je pense que c'est une grande erreur de Jérôme que de rester silencieux. Je pense qu'il devrait admettre ses torts. L'erreur est humaine, et puis qu'on puisse mieux comprendre ce qui s'est passé. Moi, je serais totalement dans l'optique de me dire, bah oui, je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on avance, on reprend et on garde que le positif. C'est toujours mieux que rien du tout. C'est pas grave de se rater, quoi. Je souhaite juste comprendre, quoi. Tu vois, ce qui me fait mal,
c'est que tu as des gens que j'ai embauchés pour venir contrôler, qui donnent une impression que je suis en train de me cacher. Enfin bref, c'est vraiment un truc fouillis quand même, ça fait mal. Je sais quoi ta question? Non, c'est qu'est-ce que tu as à leur répondre? Est-ce que tu comprends Ouais, leur, en fait, moi, est-ce que tu comprends leur incompréhension? Moi, je les ai déjà revus. Hein. C'est-à-dire, quand j'ai appris que le doc se faisait, je les ai tout de suite appelés. D'accord. Et je leur ai dit, purée, on ne s'est pas reparlé depuis longtemps, mais là, ce doc, je crois qu'ils vont me mettre tarif. Ça serait mieux qu'on se catch up avant, et je pense même que vous ne devriez pas être dedans, parce que je pense que ça va être assez à charge, tu vois. Et en fait, ils m'ont dit, oh non, tu vois, genre, on vient de le faire la semaine dernière. Parce qu'en fait, j'ai été le dernier contacté. Et Ça aurait pas été plus simple de répondre aux journalistes? Alors, on peut dire que c'est une erreur de com de ma part, peut-être d'avoir refusé d'être dans le doc. C'est par principe. Pour moi, ce doc, je savais qu'il créerait plus de problèmes que de positifs, tu vois. Et je suis pas pour qu'on aille. Puis, Mouloud, je te dis, on a notre doc aussi, tu vois. Genre, c'est pas forcément, ça n'a pas trop de sens pour moi d'aller dans un doc qui essaye de doubler notre doc, tu vois. C'est genre, nous on a tout filmé. Bon, par principe, j'avais pas envie d'être dans ce doc. Donc là, on a vu des influenceurs regretter ton silence. Ouais. Tu leur as parlé après. Ouais, on s'est vu même. Mais eux ont gardé le silence, ils n'ont pas dit qu'ils t'ont parlé. Ouais, parce qu'ils sont dans une position compliquée. Eux. Franchement, je leur jette rien. Ils y sont pour rien. Je leur ai dit, vous y êtes pour rien. Je l'ai dit à Natou. Ils y sont pour rien. Ils se retrouvent dans ce chaos là, qui n'a pas été. Enfin, ça sert à quoi tout ça, quoi? Ça bénéficie qui en fait? Est-ce que tu as encore des contacts avec Omar Sy, Snake et les autres? Bien sûr, Omar. En fait, je suis pas proche dans le sens où on va s'appeler pour joyeux anniversaire ou quoi. Mais c'est juste, il y a un respect mutuel. Et je pense qu'ils ont Omar Sy, par exemple, il témoigne pas dans le documentaire. Ouais, mais tu sais très bien pourquoi c'est ton pote, donc tu peux peut-être dire pourquoi il témoigne pas. C'est pas à moi de le dire. C'est à toi de le dire, c'est ton histoire. Moi, je peux dire que si Omar il témoigne pas, j'ai pas envie de parler. En fait, moi, j'ai pas envie de parler des gens, d'utiliser des noms d'autres personnes. Non, j'ai rien à dire. Mais en fait, je vais dire un truc simple, c'est que les gens qui me connaissent plus et qu'on senti venir, ils sont pas dans le doc en fait. Il y a aucune association qui a reçu des dons Love Army qui est dans le doc. En fait, les assos, elles étaient plutôt en mode ça a pas de sens ce projet, genre on n'a pas envie d'être dedans. Elles m'ont dit tu veux qu'on soit dedans, genre. Tu sais, moi j'aurais pu insister. Ouais, soyez dedans, je vais me faire éclater. Non, je leur ai dit vas-y, on boycotte, on sera pas dedans, tu vois. Donc il y a aucune de ces assos. Ces assos, il y en a des super quoi. Genre, tu vois, IHH, je veux bien entendre qu'il y a des problèmes géopolitiques. C'est une des plus grosses assos de Turquie. Je sais même pas si c'est pas la plus grosse. Ils aident des milliers et des milliers de personnes autour du monde. Ils ont perdu. Ils ont eu des morts humanitaires en Palestine dans les 20 dernières années, tu vois. Genre, il y a longtemps, tu sais, il y a genre 10-15 ans, il y a eu un moment, un gros truc IHH, il y a eu des humanitaires tués là-bas. Genre, putain, c'est de ces gens-là dont on parle. C'est de ces gens-là dont on crache dessus parce qu'ils sont turcs, ça passe bien en France de dire ça. Tu vois, genre, c'est facile, quoi. Ils sont soupçonnés de soutenir des groupes terroristes. Ils sont soupçonnés de ça, ça n'a rien à voir avec leur action Rohingya, quoi. Parce que ces énormes associations, elles ont des chapitres différents, tu vois. Croix-Rouge Haïti, c'est pas la même chose que Croix-Rouge Paris, que Croix-Rouge France. Bon, moi, je bosse avec IHH Rohingya. Je bosse pas avec IHH qui est accusé de je sais pas quoi, je sais pas où. Est-ce que ce documentaire t'a appris une leçon pour toi? Ouais. Je suis beaucoup trop optimiste en com. Tu peux pas... En fait, là, le doc qui sort, pas vraiment. Mais la leçon... C'est pas arrogant de dire ça, Mouloud. C'est pas... Ok, là, ça passe comme arrogant, mais... Moi, je reconnais que je suis extrêmement arrogant dans plein d'extraits du doc. Okay, je suis extrêmement arrogant dans plein d'extraits du doc. Mais ma leçon, elle a été quand le doc a commencé à être construit. C'est la première fois que j'entends parler de ce projet, c'est 2019, que j'apprends que ceux qui sont venus pour vérifier et ceux qui sont venus pour aider ceux qui ont fait ce doc, en fait, tac. Quand je comprends ça, c'est horrible pour moi. Je suis en burn-out, je suis dead, je suis capoute. Mon cerveau marche plus. J'ai tout donné.
En fait, je dois gérer qu'on m'accuse de trucs déjà à l'époque, 2019, tu vois. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a eu aucune envie de discuter d'abord. Genre, tu veux nous expliquer? Non, c'est en mode, où est l'argent? C'était comme ça au début, tu vois. Après, j'ai sorti le rapport. Et maintenant, c'est en mode, non, l'argent est allé aux ONG. On est parti de loin. En fait, ce doc, il est vachement moins violent qu'il aurait pu l'être. Parce qu'au début, il pensait que j'avais volé l'argent. Donc, tu n'as pas volé l'argent. Il y a une phrase que tu as dit et que tu regrettes déjà. Ouais, je la regrette déjà. Voilà. Donc là, on a une illustration parfaite de Jérôme face à une caméra. Qui a fait de la merde encore, quoi. Ouais. C'est quoi la phrase? Je viens de dire en live sur Canal, le documentaire ne m'a rien appris. Bah ça, tu vois, tu peux le sortir du contexte et me faire passer pour ce que tu veux. Mais en fait, le moment où ils démarrent leur doc en 2019, enfin, je sais pas quand ils l'ont démarré, mais quand je comprends que ça se trame un truc, là, je me prends une leçon de malade. Qui a changé ma vie à toujours. Je me prends une leçon que tu peux pas faire confiance à tout le monde. Tu peux pas faire confiance à tout le monde. Tu peux pas t'ouvrir à tout le monde. Tu peux pas croire que tout le monde veut ton bien. C'est utopiste. Tout le monde veut pas ton bien. Des gens vont te faire du mal. Des gens vont te faire du mal, quoi. Surtout quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a des grosses sommes comme ça. Je parle pas des assos, là. Tu parles de qui? Je parle qu'un doc. Non, mais je suis pas dans l'accusation, mais je parle pas des assos quand je dis qu'on va te faire du mal. Je parle que quand ce projet démarre, qui aujourd'hui fait du mal à Love Army et à moi, et je comprends que je me suis trop ouvert, j'ai trop fait confiance, j'ai pas verrouillé. Tu vois, j'ai pas verrouillé. On laisse venir quelqu'un, vas-y, filme, vas-y. Ah oui, j'aurais le droit d'image, ok, vas-y. Tu vois, genre, je vérifie rien en com. Je voudrais clarifier ça, tu vois. C'est que on me présente comme un roi de la com qui derrière a trop focus sur la com dans le camp et du coup c'est loupé. Alors que c'est tout l'opposé. Je suis un mec qui a quitté le milieu de la com pour me concentrer sur l'humanitaire. Du coup, j'ai complètement mis de côté la com. Et franchement, les gens les gens qui me suivaient de très longtemps, ils le savent, tu vois. Ils savent que moi j'ai arrêté les réseaux 2016, je postais très peu, je postais à reculons, j'avais plus envie d'être exposé. Tu vois, je voulais plus être exposé publiquement. Du coup, dans le camp, les seuls moments où je fais des vidéos, c'est quand je dois donner un peu des comptes. Et autant au début, j'ai de l'énergie pour faire ça, je suis encore tout frais, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 6 mois, mais je faisais très très peu de contenu dans le camp, tu vois. Je faisais très très peu de contenu. Est-ce que tu as foutu en l'air ta santé mentale avec ton métier d'influenceur? Non, pas avec mon métier d'influenceur. C'était chaud quand même. Je me suis fait mal sur la santé mentale avec Love Army Rohingya et encore plus avec la trahison qu'il y a eu derrière, tu vois. Avec la trahison qui mène à ça aujourd'hui. Ça m'a brisé quand ça se passe. En fait, je sors du camp cassé en 8. J'ai trop donné, je me suis oublié. Dans quel sens tu t'es oublié? Je me suis oublié que je prenais pas soin de mes besoins primaires d'être humain, quoi. Parce que t'as 1 million de personnes dans ce camp. Et il y a un truc que je veux dire, Mouloud, c'est... Tu vois, je change de sujet un peu, mais c'est important de le dire. On me reproche sur les réseaux que j'aurais dû passer par des ONG. C'est ce que j'ai fait. On me reproche beaucoup de choses qu'on a fait dans l'action, tu vois. Genre, on a contrôlé. C'est pour ça qu'on a trouvé les problèmes. C'est dommage que ça soit la lecture du doc, alors que c'est pas la réalité. Justement, le doc, on va arrêter de mettre l'image du doc dans l'écran, là. On est chez Click, en fait. Merci beaucoup. En fait, je suis en train de faire la promo d'un doc. Ouais, donc santé mentale, j'avais jamais eu aucune expérience santé mentale avant. Ça me disait rien. Ouais. Quand j'entendais que des gens étaient déprimés, ça me disait rien. Que des gens faisaient de l'angoisse, ça me disait rien. Tu sais, je lisais souvent ça des gens qui me suivaient. « Ah, tu m'aides avec ça, ces symptômes-là. » Et ça me disait rien, je savais pas trop ce que c'était. Quand je suis sorti du camp, crise d'angoisse. Tu crois que tu vas mourir. Ouah, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? En fait, j'avais emmagasiné tellement de souffrance dans ce camp, tu vois. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé dans le camp en octobre, les Rohingyas, ils sont en train de traverser la frontière.
il y en a encore qui arrivent. Il y a urgence totale. C'est pour ça qu'on a fait ces maisons avec Obat. C'était pour aller vite. Il fallait leur donner un hébergement avant qu'il y ait la mousson. La mousson qui a inondé le camp. Tu vois, il manque quand même beaucoup de contexte. Donc ouais, pendant ces 6 mois, je me suis oublié. Et c'est intéressant aussi que ça, c'est une erreur d'avoir eu 0 expérience en humanitaire. C'est-à-dire, les humanitaires, les pros, ils savent qu'ils doivent rentrer chez eux, faire des pauses. Pas aller dans le camp tous les jours, peut-être, tu vois, genre. Reste dans un petit con. Il faut du confort. Et c'est là où j'étais ingrat envers les humanitaires. C'est que quand je disais, ouais, ils se payent. Mais purée, heureusement, quoi. Il faut quand même qu'ils subviennent à leurs besoins. Tu vois, on peut pas cracher sur le secteur humanitaire et dire qu'ils doivent pas se payer et tout. Non, il faut que ces gens-là, ils ont un métier très dur. Il faut qu'ils puissent veiller à leurs besoins primaires, tu vois. Parce que si tu finis en burn-out comme moi, comme je l'ai eu, c'est fini maintenant. Je me suis reconstruit depuis. T'es sûr que c'est fini? Ouais, je me suis reconstruit. Franchement, ça va. C'est quoi ta vie maintenant? Ma vie... Attends, juste pour finir, je disais juste, si tu finis en burn-out, comme je l'ai eu, tu peux plus aider personne. Ça, c'était une belle leçon, tu vois. À trop donner, à t'oublier, après, tu peux plus aider personne. Ma vie, maintenant, c'est très tranquille. Et c'est un peu la vie que j'ai voulu... Tu vois, j'ai voulu ne plus être connu et depuis très 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 longtemps, avant l'humanitaire, tu vois. Genre, franchement, au bout d'1 an et demi de Vine, ça me plaisait plus. Hein. Ah d'accord. Tu vois, dans le doc, à un moment, on voit une scène chaotique avec des fans de partout. Ah oui, tu m'as dit qu'on avait 50 minutes là. T'as le temps, tranquille. À un moment, dans le doc, on voit des fans de partout dans un centre commercial en Islande. C'était pas que pour moi déjà. Il vit qu'il a le bon sens de dire, mais c'est pour Jérôme ça. C'était pas que pour moi. J'étais avec la star numéro 1 de Vine le jour-là. C'était surtout pour lui, tu vois, et un peu pour moi. Je suis sorti traumatisé de ce jour-là. Parce qu'il y a des gamins qui se sont blessés à cet event. Des trucs légers, une cheville, un truc, mais quand même, moi j'ai cru que les gens allaient mourir le jour-là. C'était hardcore. Je me suis fait un tatou le jour-là, alors que j'en ai jamais voulu. Enfin, quelques jours plus tard, je me suis fait un petit tatou. Tu vois, c'est un cercle vide. Et en fait, c'est la vie que j'aurais eue si j'avais continué à faire de l'influenceur. C'est un cercle vide. C'est le cercle de la vie vide. 0 intérêt, quoi. Je me suis dit, en fait, tu vas passer ta vie sur les tapis rouges, là. Et du coup, j'ai fait ce tatou en mode, là, tout de suite, tu vas pas réussir à freiner l'influence. Il faut que tu t'en souviennes que tu as pris cette décision. Donc, je suis allé me faire le tatou en dessous de où il y avait mon téléphone. Tu vois. Le tel, moi, j'étais toujours comme ça sur Vine. Donc, je l'ai fait là. Et de temps en temps, toutes les quelques semaines, tous les quelques mois, je le revoyais. Je me disais, rappelle-toi de remplir le cercle. Rappelle-toi de remplir le cercle. C'est la meilleure décision que j'ai faite, ça, parce que sinon, je serais peut-être resté dans l'influenceur, tu vois. On ne comprend pas dans le doc que j'ai vraiment quitté ce métier-là, que j'ai laissé des millions d'euros sur la table, que j'ai tout quitté pour me dire, je veux plus être connu, je veux plus être connu. Et je veux rendre... Je veux utiliser ce qui me reste d'être connu à ce moment-là pour aider les autres. C'est important ce que tu dis pour les nouvelles générations parce qu'on a l'impression que être connu pour plein de gens maintenant, c'est un but en soi. Toi, tu es le témoignage. Ah oui. Alors là, j'en suis le témoignage. Je pense que c'est adapté à certaines personnes. Par exemple, si vous êtes extrêmement bon en tant qu'acteur, comme Omar, et que vous devenez connu parce que vous êtes extrêmement bon en tant qu'acteur, ça va, tu vois. Ça sera une petite conséquence que tu as choisi ce métier auquel tu es super bon, ça va. Mais par contre, si vous faites l'influenceur, que vous êtes dans le métier de la fame, ça va pas aller, je pense. Un jour, ça va. Enfin, moi, ça me convenait pas, en tout cas. Peut-être que ça convient à certaines personnes, tu vois. Mais c'est quand même... Je pense qu'il faut pas être connu pour être connu, tu vois. Et, si t'es connu parce que t'es bon à quelque chose, genre Mbappé, on parle d'Mbappé dans le doc, c'est lunaire de le comparer c'est lunaire, mais bon. Tu vois, Mbappé, il est connu parce qu'il est très bon en foot. Bon, il est pas en train de se battre pour être connu. Quand même, il y a beaucoup d'influenceurs. Je parle pas de ceux du doc, je parle de... Il y a beaucoup de gens autour du monde, je pense, qui essayent d'être connus aujourd'hui, et je pense que c'est... Et d'ailleurs, il y a plein d'influenceurs du doc qui se sont sentis utiles. Ouais, c'est cool, pour ça qu'ils ont aussi adhéré, c'est que ça remplissait aussi peut-être un vide chez eux.
Oui, ça c'est beau et ça je suis content et c'est cool qu'ils le reconnaissent. C'est cool que ça a été mis au montage, tu vois. Moi, je tiens à dire que les influenceurs, je les adore. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas des amis, on se connaît pas plus que ça. On s'est croisés 2, 3 fois dans des trucs, tu vois. Et justement, c'est pour ça que je les ai pas relancés de ouf derrière à dire « Oh là là, je vais te faire mon bilan et tout ». Moi, j'avais l'impression que si je faisais ça, c'était un peu dire vas-y, continue la promo de Love Army alors que on n'en a pas besoin. À quel moment, toi, dans ta vie, tu t'es dit ce métier sert à rien? C'est quoi l'anecdote? Ah bah je t'ai dit, c'est le centre commercial où j'ai failli tuer des gens parce que j'ai dit venez au meet-up. T'imagines, il y aurait quelqu'un qui serait mort le jour-là. C'est le jour-là où j'ai dit on est en train de faire n'importe quoi. J'ai dit je veux quitter ce métier. J'ai quitté ma boîte de pub. J'ai arrêté d'essayer de grimper sur les réseaux. Au moment où j'arrête d'être influenceur, j'ai 2 millions et quelques sur Insta. J'avais 8 millions sur Vine. Il faut bien comprendre que l'humanitaire, ça ne fait pas monter tes chiffres. Hein. Ça donne, en fait, ce doc, il donne l'impression que c'est une montée jusqu'à ce que je là. Alors qu'en fait, c'était une montée. Je suis redescendu pour aller faire de l'humanitaire, ok? Il faut bien comprendre que c'est moi qui me suis redescendu, tu vois. Je me suis vite redescendu. Et ça m'embêtait énormément à l'époque. Quand on lançait les actions, vu qu'on est dans un culte de la personnalité aujourd'hui, dans les médias, en fait, on se retrouvait souvent sur « Jérôme Jarre a fait ça ». Et je me battais pour que ça soit « Non, c'est la team Love Army, on est une équipe, quoi ». Tu vois, on disait toujours « C'est vous la Love Army, c'est vous la Love Army ». Parce que l'idée, c'était quand même que les jeunes autour du monde, avec leur smartphone, se rendent compte de leur force, de leur puissance, que ça leur fasse du bien, que ça les élève. Tu vois, ça les élève dans leur confiance en eux, de se dire qu'ils sont utiles. T'as commencé l'influence, t'avais 26 ans, au moment où ça cartonnait? Non, j'ai commencé à 22. 22 J'ai commencé Vine à 22. J'ai percé sur Vine à 23. Là, t'as quel âge? Là? Ouais. 34. Je vais avoir 34. C'est quoi la différence entre le Jérôme de 22 à 26 à Jérôme 34? J'ai déjà... Tu sais, déjà... Je suis fier de ce chapitre Vine qui était très court, dont on me reparle souvent. Tu vois, on continue à les montrer, c'est cool. Ça veut dire qu'ils sont pas si dégueux. Mais ça a duré très peu longtemps, tu vois. Je suis fier de la partie humanitaire, tu vois. Moi, mon bilan, je sais que le bilan, il est extrêmement positif au niveau d'avoir aidé les gens. Maintenant, je suis dans un nouveau chapitre de ma life, tu vois. Je suis dans un nouveau chapitre de ma life. C'est beaucoup plus tranquille, je veux une vie normale. Je me suis vachement concentré sur ma famille. Je dis coucou à mes cousines, mon cousin, mon petit frère, tu vois, genre c'est ça qui compte pour moi aujourd'hui. Tu t'étais éloigné de ça? Ouais, quand je les voyais à Noël et à Pâques, c'était pas assez, tu vois. Ils étaient tout petits à l'époque, mais moi, quand je suis sorti de l'humanitaire, je suis allé me réfugier chez eux, quoi. C'est genre, ça va pas, là, je suis trop mal, tu vois. Et t'as mes petits cousins de 15 ans qui sont en mode, grand cousin, t'es censé être le mec cool des réseaux sociaux, quoi, tu vois. Mais c'est eux, c'est mes amours, tu vois, et c'est eux qui me donnent du love là ces jours, tu vois, et qui me permettent de me sentir ok, tu vois. C'est aussi mes amis. Quand j'avais 5000 contacts dans mon tel et que t'étais ouvert à tout le monde, j'étais ouvert à tout le monde, j'avais très peu de temps pour mes vrais amis, en fait. Je les ai délaissés de dingue. Et c'est vrai que depuis la fin de Love Army Rohingya, je suis beaucoup plus sur mon tout petit cercle, tu vois. T'as pas besoin de beaucoup de très très bons amis. 2-3 très 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 bons amis et t'es le roi du monde. Hein. Donc c'est ça ma richesse aujourd'hui. Et moi, j'ai laissé le reste. La gloire, ça m'intéresse pas. L'argent, c'est bien d'en avoir pour répondre à tes besoins et tout, mais je sais tout ce que j'ai mis dans Love Army. Je sais tout ce que j'ai laissé derrière. T'as mis de l'argent à toi dans Love Army? J'ai mis de l'argent à moi dans Love Army. J'ai jamais voulu dire ça publiquement. Ça me dégoûte. C'est pas un truc que j'ai envie de dire. C'est genre, c'était pas le message. Le message, c'était regardez ce qu'on fait quand on se bouge ensemble. Tu vois? Donc là, on te reproche d'être parti avec l'argent alors que t'as donné de l'argent. C'est pas que j'ai donné de l'argent, c'est qu'on avait plein de coûts sur les côtés. Tu vois, quand les influenceurs ils arrivent, il faut une voiture pour les transporter. La bouffe des humanitaires qu'on ramenait pour faire du contrôle. En Somalie, on a de la sécurité en Somalie. Tout ça, c'est pas payé par les dons.
En fait, j'ai fait une promesse, je me suis mis dans une merde. J'ai fait une promesse que tout va aux gens. Ça marche quand moi, je peux payer pour tout ce qui est galère et qu'on peut faire du direct cash. Quand tu peux pas faire du direct cash et que t'arrives au bas de tes économies, ça devient la merde. Donc pourquoi je demande de l'aide à Turkish Airlines? On voit qu'il y a le contrat là. Ce contrat avec Turkish, c'est parce qu'on a trop de frais, quoi. Il y a des frais, il y a des dettes encore sur la Somalie. Le documentaire qu'on a tourné, il coûtait cher. Et en fait, du coup, Turkish, ils le font un peu en faveur, tu vois. C'est-à-dire, on leur a fait tellement de pubs sur quand on a demandé l'avion, et on a fait cette pub sans leur en parler, tu vois. C'était pas une campagne publicitaire, c'est en mode on les a pris de surprise, ils auraient pu dire non, mais ils ont eu de la pub gratuite de dingue le jour-là, tu vois. En fait, moi, je sais que j'ai cette carte à ce moment-là. Je sais que je peux leur demander une faveur. Surtout que, tu sais, on a eu droit à 8 avions pour la Somalie. On en a utilisé qu'un. Parce qu'après, les autres, on a dit, en fait, c'est de la merde d'envoyer des avions. Donc du coup, je sais qu'ils me doivent un truc. C'est pour ça qu'on a des vols gratuits Turkish Airlines que j'avais négocié avec eux. Donc des places, quoi, des tickets. On faisait venir on a utilisé ces tickets pour faire venir les humanitaires. Je pense qu'il y a certains influenceurs peut-être qui sont venus aussi par ça. Enfin, tu vois, on avait des faveurs de Turkish Airlines. La dernière faveur qu'on a demandé, c'est genre, vous pouvez pas lâcher un peu de sous qu'on paye tous les frais annexes là parce que je m'en sors pas, quoi. J'ai mis tellement d'argent à moi dedans. Et en fait, comment tu gagnes ta vie maintenant? Je gagne ma vie comme un mec un peu normal, tu vois. C'est-à-dire, je fais du consulting sur des projets qui ont du sens, mais c'est rien qui va faire rêver les gens, tu vois. Donc, mais moi, j'ai envie d'une vie normale, tu vois. Je vis en Afrique. Je vis en Afrique du Sud, la vie coûte moins cher qu'en France. Après, je dis pas que... Tu vois, c'est pas vertueux de pas avoir d'argent. Je dis pas que c'est cool. Et je pense que c'est bien l'argent, c'est bien d'en avoir suffisamment pour subvenir à tes besoins et être bien. Et c'est cool. Et surtout, c'est bien quand t'en fais parce que t'as fait de l'entrepreneuriat, t'as monté une boîte et tout. Maintenant, je sais pas où je vais là. Mais moi, ça me dérange pas d'avoir laissé des millions là-dedans. Ça me dérange pas. Je parle pas de Love Army. J'ai laissé des millions derrière moi à l'époque Vine. C'était de l'argent facile pour toi? Ouais, c'est de l'argent facile. Et en fait, ce qui est ouf, je trouve, quand tu me vois, tu te dis, ce mec... Enfin, pas maintenant, là, mais quand tu me vois dans ce doc ou dans des reportages, tu vois, tu te dis, ce mec, il a dû faire, mais des millions et des millions et des millions. Et en fait, je crois que tu prends tout Vine, tu prends toute cette époque. Ça va peut-être choquer comme chiffre, c'est un gros chiffre. Hein. Je crois que j'ai dû faire 1 à 1,5 million, peut-être 1,5 million. C'est pas énorme, je veux dire, c'est beaucoup, mais ça ressemble pas à ce que gagnent les influenceurs aujourd'hui déjà. Ouais, déjà, tu vois, aujourd'hui, tu peux faire 2-3 campagnes et faire ça. Non, à l'époque, c'était petit. Quand on démarrait Vine, donc on avait créé la première agence de pub Vine, nous. Bah, le premier contrat pour des influenceurs, c'est genre 2500 pour le premier Vine, tu vois, genre c'est petit. Il reste combien de temps, Mouloud? On a le temps. Ok. Tu sais, je suis tellement plein de principes à l'époque de Vine et idéaliste que Gary Vaynerchuk, mon ancien associé, sur Gary V, sur notre boîte de pub, quand moi je comprends, je veux plus continuer à faire de la pub. Ah oui, il y a le moment JR dont tu voulais peut-être parler. Je veux pas continuer à faire de la pub. Et ben, Gary, il me dit ah putain, on va devoir se mettre d'accord et tout. Je lui ai dit je veux rien. Alors que notre boîte de pub, elle était bien, quoi. Tu vois, je lui ai dit garde-la, la boîte de pub, tu vois, genre moi je vais aller faire des projets qui ont du sens. Il y a une anecdote que je vais te raconter. Une anecdote assez marrante. Le moment où je décide d'arrêter la pub, je suis dans les bureaux à New York, dans nos bureaux là, je suis tout le temps dans les bureaux à bosser, machin. Et en fait, je fais une petite pause en bas des bureaux et il y a un rasta. Il y a un rasta qui fume un joint sur le côté, tu vois. Et on discute et tout, et je lui dis, mais... Bah, d'une, je crois que je tape une latte, tu vois. Alors que je fume jamais, moi, c'est pas mon truc. Et on monte dans les bureaux, je le ramène dans les bureaux, et on fait un brainstorming de malade. Toi, tu vois, j'étais pote avec tout le monde, comme je te dis, tu vois, genre, je m'ouvrais aux gens.
Et en fait, la conclusion de ce truc, je me rends compte que mes valeurs à ce moment-là sont opposées à celui de ce mec. Ce mec, il est en mode peace and love, et moi, je suis en train de foutre des pubs dans les vidéos des influenceurs, machin. Ça, c'est un gros déclic qu'il faut arrêter la pub pour moi. Combiné à JR aussi, qui m'en parlait, tu vois. JR, il me disait, si tu continues la pub, les gens ils se diront toujours, mais pourquoi il fait ça, tu vois? Il le fait pour telle marque et il a raison, tu vois, il a méga raison. J'étais moins radical que JR là-dessus. Moi, mon approche, c'est plus, et j'y crois encore aujourd'hui, qu'il faut inclure les entreprises. Parce qu'il y a trop de problèmes sur Terre aujourd'hui. Si on n'inclut pas les entreprises, ça va être chaud, quoi. Tu vois, genre, il faut que les entreprises elles fassent partie du changement, tu vois. Donc, je suis pas aussi radical là-dessus. Mais ouais, donc en fait, le lendemain d'avoir eu cette expérience avec le Rasta, je dis à mon associé Gary, qui est un grand publicitaire, Gary. J'ai rencontré un Rasta. Non, je lui dis, Gary, j'ai une réalisation. Il faut qu'on fasse du bien avec tout ce pouvoir, quoi. On a tous les influenceurs du moment, Logan Paul, nanana. Regarde l'argent qu'on leur ramène. C'est bon, maintenant, tout le monde a eu de l'argent. Moi, j'étais plus pauvre à ce moment-là. Enfin, pauvre. Je veux dire, j'étais plus à galérer. J'étais pas pauvre, ok, c'est pas le mot que je veux dire, mais je veux dire, tu vois, j'étais plus à me dire, je veux réussir ma vie. Et en fait, Gary, il me dit, tu peux faire ça sur le côté, mais notre boîte, c'est une boîte de pub, quoi. Et c'est pour ça que j'ai quitté la pub, pour aller faire un projet qui a du sens. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, on va prendre toute cette influence et aussi le fait que les marques veulent donner de l'argent et tout. Tu prends toutes ces cartes, tu les mets à disposition de causes. C'est trop cool d'avoir fait ça. C'est bien. Là, tu referais de l'humanitaire ? C'est-à-dire, je fais des choses qui ont du sens pour moi. J'ai toujours envie que ça ait du sens, les projets, tu vois. Je vais pas aller bosser chez Coca-Cola, tu vois. mais j'ai envie que ça ait du sens. Par contre, je ferai pas des choses aussi publiques. Il faut comprendre que la raison pour laquelle on l'a fait public à l'époque, c'est parce que je suis public et que je veux utiliser cette carte pour faire du bien. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup moins public. Moi, je fais mes petits projets tranquilles. J'ai pas besoin d'avoir l'opinion des gens dessus. J'ai pas besoin de ramener qui que ce soit. Je préfère faire des petits trucs tranquilles. Mais je bosse sur des projets intéressants qui me bottent. Donc là, après cette interview, tu disparais des écrans. J'en sais rien, Mouloud. Je sais que mon plan, c'est pas du tout de revenir sur la scène, ça c'est clair. Je sais pas si ça suffira pour clarifier. Là, ils m'ont mis quand même dans une sacrée merde, quoi. C'est-à-dire que je reçois des messages qui disent « rends l'argent ». Il y a plein de donneurs qui se sentent trahis. C'est horrible. Donc je sais, moi, là, je prends mes responsabilités, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour prendre mes responsabilités. Si je dois continuer à m'exprimer, je le ferai. C'est une évidence que notre doc, il doit sortir. Ça, c'est une évidence. Sachant qu'on a tout filmé. Maintenant, je veux une vie normale. Et en fait, c'est peut-être pour ça que ça m'atteint un peu moins. C'est que le mec qui détruise, là, en fait, c'est l'image Jérôme Jarre, tu vois. Mais en fait, moi, je suis Jérôme, tu vois. Et Jérôme, il est OK. Ses potes, ils sont là pour lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai quand même une distance avec le truc. Parce que tu l'as déjà tué, le personnage de Jérôme Jarre. Ouais, pour moi, oui. Et ouais, je me suis retrouvé bloqué quand même dans un truc un peu, tu vois, un truc bizarre. C'est un peu méta ce dont on parle là, mais c'est que je commence Vine, zéro expérience là-dedans. Je me dis, c'est 6 secondes. Dès que je commence à avoir un peu d'audience, genre au bout de 5-10 000 followers, je me dis, il faut faire que du positif, en fait. Parce que tu mets ça dans le cerveau des gens. J'ai envie que ça leur rende leur journée meilleure, quoi. Donc, tous les aspects de moi qui étaient un peu plus bourrin, entrepreneur, je les mets pas dedans dans les Vines. En plus, c'est 6 secondes. C'est rapide. Donc, je me retrouve embarqué dans un truc où tu fais des vidéos en mode ultra positif et derrière, tu penses au business, c'est ça? Ah non, c'est pas que je pense au business derrière, c'est pas ça. Moi, je suis entrepreneur de base. Ouais. À la base, j'étais entrepreneur. J'avais fait une école de co. Ça se passait pas si bien que ça. Ça se passait pas bien du tout, en fait, ma start-up au moment où Vine... C'était quoi ta start-up? Je bossais pour un mec, j'avais 1% de sa start-up. Je suis co-founder, je suis associé, mais c'est pour faire plaisir le titre. Et en vrai, ça se passait pas très bien. Ça s'appelait Attendi, on en chiait, on gagnait rien.
Tu vois. Là, Vine sort, 24 janvier 2013. Je me rappellerai, je le télécharge, j'ai de la chance. Je le télécharge, j'en entends parler sur un article sur Internet. Je tombe amoureux du truc. J'adore. Ça me permet de m'exprimer, d'inspirer les gens, de communiquer, de faire de l'humour. Enfin, trop cool. Je tombe amoureux du format. J'ai pas besoin de monter. J'aime pas faire du montage. J'adore. C'est trop cool. Et c'est vrai qu'en même temps que tout ça, je renifle qu'il y a une opportunité business de ouf. Et qu'en fait, il va y avoir plein de célébrités, d'influenceurs qu'il n'y en a pas à ce moment-là mobile. On est les premiers influenceurs mobiles. Et du coup, je vois qu'il me faut un associé pour ça. Je vois que Gary Vaynerchuk, qui est un big guy quand même, tu vois qui c'est ou pas? Non. Ok. C'est un gros publicitaire aux US. Ok. Je vois qu'il vient à Toronto pour une conf. En fait, je me pointe à la conf. J'ai 22 ans. Tu prends un avion pour Toronto? Non, j'étais à Toronto, j'habitais là-bas. Et à la conf, je lève ma main et je lui dis, j'ai pas une question. Je veux jouer pierre, feu, ciseaux avec vous. Et si je gagne, on a un meeting. En fait, il joue, je gagne, on a un meeting, ça devient mon associé. On crée la première agence de Vine pour mettre des pubs sur les Viners. Trop cool, c'est franchement l'American Dream, vraiment. Hein. Trop content d'avoir fait ça. Tu l'avais pensé longtemps avant, ce truc-là? C'est un peu improvisé. Même, je crois que le jour de la conf, je me dis, qu'est-ce que je fais, tu vois, genre. Et ouais, je me suis perdu là. Pierre, feuille, ciseaux, tu gagnes un meeting. Pierre, feuille, ciseaux, et puis aussi. Et là, un rasta. Ah oui, non, pardon. Non, tu me disais, est-ce que. Tu vois, je faisais. En fait, j'avais les deux vies. Hein. J'avais les deux vies à la fois. Tu le comprends quand même dans le doc que j'ai une grande intégrité envers ceux qui me followaient, tu vois. J'ai une grande intégrité envers eux, que je veux les pousser vers le haut. Et ça j'en suis fier, tu vois. Non, ce qui est fou, c'est quand on te voit faire des meet-up et que tu réponds à tout le monde. Ouais. T'imagines le temps que ça prend. Ouais, ça c'est un peu... T'as un peu la pression de le faire, et puis tu te sens une responsabilité parce que t'as des jeunes qui ont traversé la France des fois, qui ont séché les cours et tout. Tu vas pas leur dire, vas-y, vous rentrez chez vous, vous m'avez vu 2 secondes. Non, tu vois, tu prends le temps. C'est des jeunes derrière quand même. Mais c'est vrai que ça te mettait la pression ou pas, ça, de représenter tant que ça pour ces jeunes? Non, franchement, j'ai adoré faire ça. C'est juste... Il y en a avec qui t'es resté en contact? Ouais. Célia, toi, nous. Je leur dis bonjour. Tu vois, mais c'est pas beaucoup un contact. Hein. Non. C'est là où j'ai changé, tu vois. C'est que peut-être les deux dont je viens de mentionner là, peut-être qu'on se reparlera 2 fois dans cette vie, tu vois. Peut-être. Mais il y a un respect mutuel, tu vois. Il y a un truc qu'on a vécu. On a vécu un truc que je leur ai dit quand ils avaient 14 ans, qu'ils étaient au milieu de leur crise existentielle, d'être des ados. Je leur ai dit, vous allez faire des grands trucs. Je crois en toi, tu vois. Je crois en toi. Moi, je suis fier de mon message envers tous ces jeunes, tu vois. Est-ce que tu es illuminé? Non. Non. C'est drôle, les scènes dans le film où tu vois les SMS que j'ai mis. Ouais, il n'y aura plus de gouvernement et tout. C'est des messages privés, tu vois. T'as jamais envoyé des messages privés complètement tarés à tes potes? Ok, c'est des messages privés. Les potes sont tarés de base, donc oui, on s'envoie des messages tarés. Ok, c'est des messages privés. Je suis dans un camp de réfugiés où les mecs viennent de se faire souiller par les gouvernements, ok? Et puis je suis jeune, je suis utopiste et j'en suis fier, quoi. Putain, crachons pas sur d'avoir des idées. Tu sais, je suis quelqu'un qui a des idées. Je suis un créatif. 99% de mes idées, c'est de la merde. Et j'essaie de garder les 1%. Si tu pointes une dans les 99 qui était de la merde, et que tu dis... Il y a une raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, quoi. Tu vois, genre, tu m'as vu essayer de me mettre après les gouvernements. Non, tu vois, genre... Bon, j'ai eu plein d'idées de merde dans ma vie. C'est le métier d'un créatif, tu vois. T'es un créatif aussi, donc tu le comprends, ça. Mais je voulais en venir là, c'est justement, est-ce que créatif, c'est pas ce que tu devrais faire là, maintenant? Ah, mais c'est ce que je fais. Ouais, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, quand je dis je fais du consulting, ça fait un peu chiant, mais en fait, je suis plutôt en mode innovation, créativité. C'est ça que j'apporte. Tu vois, j'apporte plein d'idées. Mais après, je sais que c'est pas à moi de les exécuter, tu vois. Enfin... sur une certaine partie, mais pas sur tout, tu vois. Enfin bref, je sais. T'as envie de rester dans l'ombre maintenant. Tu as une boîte à idées.
Bon, ça, c'est ce que je fais là maintenant sur des projets qui ont du sens. C'est de la reforestation en Afrique. C'est un projet fascinant. Mais je vais pas t'en parler parce que j'ai pas envie de les ramener dans cette pintade là, tu vois, genre dans ce truc là, tu vois. Mais à côté, je sais que j'ai envie de continuer dans l'artistique, tu vois, genre avec des potes, on fait un petit peu des trucs de musique, tu vois. Mais c'est pas en mode on va être à fond partout, non, tu vois, c'est plus vas-y, peut-être qu'on va faire une petite scène à 20 personnes au Cap ou je sais pas où en Afrique, cool, tu vois. Et quand tu rencontres Robert De Niro, Ben Stiller, tous ces gens-là, est-ce que tu as la tête qui tourne ou pas? À un moment, tu crois que t'es leur pote? Ça serait mentir. Ah non. Ça serait mentir de dire que ça peut pas te booster ton ego. Je pense pas que ce soit possible. Mais franchement, quand je le vois, je pense que je l'ai pas trop mal géré, tu vois. Je pense que tu peux partir tellement loin. Je pense que je l'ai pas trop mal géré, tu vois. Mais non, par contre, je savais bien que j'étais pas leur pote. De Niro, je l'ai rencontré 6 secondes. C'est juste que c'est pas. La vidéo, elle tourne partout. On a l'impression que je suis son pote, tu vois. Ça a littéralement duré 6 secondes, votre connexion. Ah, mais vraiment, je suis dans un dîner pour un festival de films et on me dit, si vous voulez, il accepte de faire une vidéo de 6 secondes. On va dans une salle à côté, je lui dis, moi j'avais préparé le Vine, c'est genre, bah vas-y, dis que t'as pris mon tel, dis que c'est ton Vine, ok, merci monsieur, merci beaucoup, au revoir. On s'est revu une fois dans son bureau, du Tribeca Festival, tu vois. Mais c'est une légende. Moi, quand je suis face à lui, je suis tétanisé en vrai. Hein. Je suis tétanisé, c'est des géants. Je viens d'Albertville, mec. Ah non, mais moi, j'ai eu cette chance d'être face à lui. En fait, on sort de son corps, en fait. On se regarde regarder De Niro. Ah, mais oui, Ouais, mais il a un sacré charisme, le mec. Mais. T'as eu un moment où, quand j'ai la tête qui tourne, où tu te dis, mais tout est possible, je peux tout faire. Non, je vais devenir une star d'Hollywood parce que les Américains, ils s'emparent de tout. Non. Quand tu vas chez Hélène DeGeneres. Ouais. Bah, j'ai fait le choix de pas faire ça, tu vois. En fait, les influenceurs qu'on avait dans notre agence, Logan, tu vois, Logan, on l'a signé, il avait 20 000 followers. C'est une histoire de dingue, mais c'est pas le moment pour la raconter. Mais genre. Et Logan et tous les autres, quand ils partent pour. Désolé, on quitte tous, soit New York, soit où on vit, pour aller conquérir Hollywood. En fait, moi, j'ai pas envie de faire ça. Genre, ça m'attire pas, je suis pas un acteur, je suis pas un musicien. À ce moment-là, je me vois pas comme envie de faire de la musique. Et du coup, non, je me suis jamais dit je vais conquérir Hollywood. Hein. Jamais, j'ai jamais tenté, ça m'a pas attiré, ça m'attire pas. Le métier d'influenceur, il commence à être régulé commercialement, parce qu'il y a eu des abus. Est-ce que tu penses qu'il faut aussi ajouter un volet santé mentale pour les accompagner? Est-ce que toi, par exemple, quel conseil tu aurais à donner à ceux qui font ce métier? Tu vois, la santé mentale, j'ai l'impression que ce qui m'a plus affecté, c'est l'époque Rohingya, tu vois, d'être dans ce camp face à toute cette misère. Je pense que ça allait d'être un influenceur. Hein. Il ne faut pas non plus dire « Oh, les pauvres petits influenceurs ». Ça va, c'est pas le métier le plus dur du monde. Je pense pas que ce soit le métier. Quand on n'a pas autant de temps que toi là où tu étais, non. Ah oui, non, je pense pas que ce soit le métier le plus dur du monde. Hein. Il y en a plein qui font ce métier et qui sont contents, en fait. Tu vois, j'en parlais avec Natou, on en a parlé la seule fois, je crois, où je l'ai revu depuis, hein, pour être clair. Je l'ai revu une fois. Elle est contente, hein, tu vois, elle aime bien sa vie, là. Tu vois, c'est cool, ça fait plaisir. Il y en a qui le gèrent très bien, tu vois. C'est quoi l'image que tu n'oublieras jamais du camp? Tu vois, j'ai l'impression que toutes les images, elles étaient dans une petite boîte pendant longtemps pour moi. C'est un peu comme si, je te jure, c'est connecté à genre, t'as vu des crimes de guerre. T'as vu des crimes de guerre. J'ai entendu des crimes de guerre là-bas, tu vois. Genre, si les influenceurs, tous ceux qui sont venus se sont sentis retournés au bout de 2 jours, t'imagines au bout de 6 mois, tu vois. Et en fait, les histoires qu'on m'a racontées les premiers jours quand je suis arrivé en octobre, 1 mois avant la mission, c'est ça les plus durs, je vais en raconter aucune. Mais c'est démêlé un peu pour moi aujourd'hui, tu vois, genre. C'est plus traumatisant pour moi de parler des Rohingyas. Et c'est peut-être le seul truc positif qu'ils ont fait pour moi, ce doc. Parce que quand ils ont commencé, quand ils m'ont contacté
je sais plus si c'est juillet, août, enfin, grosso modo autour de l'été de l'année dernière, 2023, j'avais pas encore autant terminé Rohingya. Ça allait mieux, hein, ma life, j'ai eu des années très cool avec mes amis et tout. Mais Rohingya, j'en parlais pas. Même à ma famille, j'en parlais pas trop. Et en fait, pourtant j'ai vu psy et tout depuis, hein, mais c'est juste Rohingya, c'était dans une boîte. Et en fait, de devoir replonger dans tous mes emails, dans tout ce qu'on a fait, tous mes photos, mes vidéos que j'ai moi dans ma base de données, tu vois, et reparler à tout le monde, ça a été cool. Ça a été un truc positif de ce doc, c'est que j'ai reparlé à tous les humanitaires qui ont fait ce projet, qui sont pas dans le doc. Là, j'ai repris contact avec Mohamed, enfin bref. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas fait de la merde. Ça, c'est cool, ça fait du bien, ça soulage. Parce que quand t'es traqué pendant pas mal de temps par des gars qui ont décidé depuis le début que t'as fait de la merde, bah c'est pas agréable. Hein. Et du coup, moi, je suis en paix, mais complète avec mes actions. C'est-à-dire, j'ai fait de la merde en com, on l'a dit, je l'assume, c'est merdique, c'est nul, voilà. Mais sur la mission, j'ai pas fait de la merde. Sur la mission, j'ai pas fait de la merde, je suis allé jusqu'au bout. Et donc du coup, je suis vraiment bien dans mes baskets. Est-ce que tu es en paix avec les auteurs du documentaire? Je suis pas, tu le vois, je suis pas. Je pense que c'est révoltant ce qui se passe. Je pense que c'est révoltant ce qui se passe et que c'est un peu. Je pense que j'ai pas encore réalisé. Je pense que c'est un peu méta ce qui se passe pour moi là. C'est un peu Black Mirror pour moi que genre. C'est tellement. Ça représente. En fait, pour moi, ce doc, il est OK s'il s'appelait l'histoire des vérifications faites par Love Army sur ce camp. L'histoire de... Voilà, c'est ça, c'est l'histoire de ce doc. C'est les vérifications faites par Love Army sur les projets des ONG. Le doc, il s'appelle pas ça, il s'appelle « Où est Jérôme ?» Déjà, tu crées du doute. Le doc, il montre bien les problèmes qu'il y a eu, mais il montre pas tous les trucs positifs. Mais ils ont pas un discours belliqueux vis-à-vis de toi. Ouais, mais en fait, tu laisses trop de sous-entendus. Tu laisses trop planer de doutes, surtout dans la communication. Tu vois, Mouloud, il y a une communication qui a été faite avec leur teaser. Quand tu le regardes, tu te demandes où est l'argent. Je le sais parce que j'ai juste à regarder les commentaires des gens. Les gens disent, mais on va te cramer, on va te fumer, on va te trouver, on va te tuer. T'as reçu ça? Pas beaucoup, hein, mais quelques-uns. Mais il y en a quand même qui disent, oh non, il est parti avec la caisse, il est parti avec la caisse. D'avoir laissé le doute comme ça, c'est... Tu vois, ça montre que j'ai peut-être encore un peu de taf à faire sur genre, protège-toi, prends soin de toi, te fais pas souiller, tu vois. Donc le documentaire version Jérôme Jarre arrive? Bah, je crois qu'il n'y a pas le choix, là. Ouais. Il n'y a pas le choix, mais j'en profite d'être là pour dire qu'on a les images, on n'a rien d'autre, quoi. Tu vois, genre, on a tout filmé. C'est des putains de belles images. On a tout filmé depuis le premier jour Somalie, tu vois. Le moment où je viens de lire l'article et je décide, oh putain, on va essayer d'aider les Somaliens. Depuis ce moment-là, on a tout filmé, tu vois. Et à part des petits moments où le caméraman, il rentrait chez lui, tu vois. Mais très peu. Et on n'a pas la boîte de prod, où est-ce que ça sort, on n'a pas tout ça. Pas mal de fois, j'ai eu des conversations avec des boîtes de prod, mais à chaque fois, en fait, c'était... Soit j'étais encore cramé, tu vois, j'étais encore un peu cramé, j'avais du mal à genre... Articuler. J'avais du mal à vouloir me remontrer, parce que c'est plus ma vie. Tu vois, c'est plus ma vie. Et j'avais du mal aussi que souvent les plateformes de streaming, elles voulaient... Enfin, je parle d'Amazon, là. Elles voulaient faire un truc vachement orienté sur moi. Et c'est ça l'ironie du truc, c'est l'ironie du truc dans lequel je me retrouve là, c'est que moi, j'ai toujours eu le même discours là-dessus, c'est genre, on peut pas faire l'histoire sur moi, en fait, c'est un truc collectif. Et faut quand même que ça parle des Rohingyas beaucoup. Je veux que le truc, si on sort notre histoire... Mais en fait, l'histoire elle promoura aussi beaucoup le direct cash, tu vois, parce que c'est quand même ça le message. D'ailleurs, direct cash. Ce qui est trop cool, c'est que le direct cash, aujourd'hui, c'est devenu une norme. Tu vois, en juin 2013,
il y a un rapport qui est ressorti là, de l'ONU où ils disent dedans, maintenant, ça doit être la norme. Ça doit être la norme quand c'est possible. Et cette mission, en fait, je me suis retrouvé dans une position où c'était pas possible. Et donc, j'ai goûté à ce qui se passe quand tu peux pas faire du direct cash. Mais je crois toujours autant à ce modèle qui est magnifique et c'est trop beau parce que les dépenses direct cash, sous forme direct cash des Nations Unies, par exemple du World Food Programme, c'est la branche nourriture des Nations Unies, c'est le PAF. Bah, le direct cash, ça a fait comme ça ces 20 dernières années, c'est trop cool, tu vois. Nous, tout ce qu'on a voulu avec Love Army, c'est vachement accélérer ça, c'est faire. Tu vois, je suis allé parler à la Commission européenne dans des meetings privés, tu vois. Je suis allé parler dans des conférences de l'ONU, dans des conférences humanitaires, tout ça. À chaque fois, c'était pour promouvoir le direct cash. C'était pour dire, regardez, comme ça marche trop bien, il faut que ça soit partout. J'y croyais de dingue. Et ça fait plaisir qu'il y en a qui ont construit des... Il y a Give Directly, c'est une grosse asso américaine. Je les connais pas plus que ça, mais ils font des quantités énormes de direct cash. C'est des énormes quantités. Donc là, tu peux t'adresser à cette caméra et dire, j'ai envie de faire un documentaire, aidez-moi. Ah mais ouais, non mais c'est... J'ai un doc j'ai les images qui montrent tout, quoi. Qui montrent tout, si ça intéresse Donc, quelqu'un, quoi. s'il y a des gens qui veulent t'aider, où est-ce qu'ils écrivent? Et ben, il y a mon email partout sur les réseaux, tu vois. C'est dans la description. Elle est là, tu vois. C'est love. Mais c'est une vieille email de quand je faisais des vines, purée. C'est love. C'est love@jérômejarre.com, tu vois. Mais c'est de l'époque Vine que j'avais créé cet email, tu vois. Mais c'est toujours mon email. Et voilà. J'ai pas d'agent, j'ai pas de manager. C'est aussi pour ça qu'il y a tout ça qui se passe, tu vois. En fait, t'as pas fui. J'ai pas fui. Tu t'es pas caché. Je suis concentré sur ma vie normale, sur mes proches. Et c'est vraiment ce que les gens doivent faire dans leur vie, tu vois. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que ça va, tu vois. Malgré d'être dans la tourmente infâme, tu vois. Ouais, c'est parce que voilà, j'ai des super amis. Je veux dire bonjour à David Lafargue, qui est mon pote base jumper. C'est pas le YouTuber, c'est mon pote base jumper, qui a été tellement là pour moi ces derniers jours, tu vois, à me soutenir par téléphone, tu vois. Et on en est presque mort de rire de tout ça. Parce qu'en fait, tu sais, lui, il me connaît depuis 2010. On s'est rencontrés en Chine. Et il m'a vu, mais avant Vine, quand je me brûlais les cheveux pour faire le show dans les bars. On faisait ça avant? Ouais, on faisait n'importe quoi. On était des oufs. Et tu te brûlais les cheveux? Ouais, je me brûlais les cheveux. En fait, c'est lui qui m'a appris ça en plus. Tu vas dans un bar, tu demandes un shot alcool fort. Je sais plus si ça marche avec la tequila ou je sais pas quoi. Je te le mets sur les cheveux, t'allumes, mais il faut que tu aies d'abord le verre prêt pour l'éteindre, tu vois. Ne faites vraiment pas ça. Non, il faut surtout pas faire ça. Mais le truc, c'est que tu vois, au moment de Vine où ça démarre, je suis jeune encore, j'ai 22 ans, machin. À ce moment-là, je mets tout ça de côté. Je mets tout ça de côté pour pas promouvoir ça, justement, Mouloud. Je voulais pas promouvoir mon déclic où je suis switché de Jérôme Entier à Jérôme Jarre Positif, c'est quand j'ai posté une vidéo où je me brûlais les cheveux sur Vine, avec 5000 followers, je crois. Et mon pote, il me dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Il y a des jeunes qui vont le reproduire. Et là, on a dit, vas-y, j'efface. Et maintenant, t'as raison, en fait. Ça va avoir des conséquences, ce que je fais là. Je pense, tu le sais, toi, quand tu fais du média, tu rentres dans la tête des gens, ça a des conséquences. Ça a des grosses conséquences. Et c'est pour ça que, purée, mais poussons-nous vers le haut, quoi. Poussons-nous vers le haut. Genre, discutons quand il y a des problèmes. Nous crions, qu'on se crie pas dessus, qu'on fasse pas des docus à charge sur Prime. Discutons, quoi. Genre, tu vois, c'est un truc que j'ai appris dans l'humanitaire. Genre, cette mission Rohingya, c'est quand il y a un problème, t'en parles calmement. Tu cries pas, comme tu le vois dans le doc. Tu cries pas, oh, c'est un scandale. Non, tu fais pas ça. Tu te poses autour d'une table, tu dis, on a identifié ça, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Ça, je l'ai appris de la mission Rohingya. C'est cool, parce que maintenant, le conflit, je sais vachement mieux le gérer, tu vois. Est-ce que tu dors normalement? Est-ce que tu fais tes nuits? Ouais. T'as pas des flashbacks, Ah non.
J'ai jamais trop eu de problème de dormir. J'ai jamais eu des cauchemars Rohingya. Hein. C'est juste... Je vais te raconter quand je me suis reconstruit. C'est un message, je pense, qui peut être inspirant pour les gens. Et en fait, j'ai essayé un peu des trucs un peu alternatifs au début pour me reconstruire. Genre, je suis allé dans une école de massage pendant 1 mois. C'est ridicule quand je te dis ça. Hein. Mais je suis allé dans une école de massage parce qu'ils faisaient des massages anti-trauma, tu vois, genre pour essayer de sortir toute la douleur que tu as collectée dans ce camp. Tu vois. Bon, bref, j'ai tenté plein de trucs. Ça marchait pas tant que ça. Tu vois. Enfin, ça m'aidait un peu. Hein. Le déclic, c'est qu'en fait, je suis allé... j'ai trouvé un mec qui est un micronutritionniste pour les sportifs de haut niveau. Et en fait, il m'a fait des tests sanguins méga poussés. Et en fait, il a trouvé que j'étais à plat sur tout, mes trucs, surtout au niveau dont tu as besoin pour que ton cerveau il fonctionne. C'est un mec voilà, qui fait vraiment des athlètes de haut niveau. Et il m'a dit, en fait, et en tant qu'influenceur, et après, dans l'humanitaire, tu as été comme un athlète de haut niveau, tu avais des besoins énormes de nutriments. Tu te les ai pas donnés, en fait. Et donc, ton cerveau, il a plus rien. Il n'y a plus d'oméga 3, il n'y a plus de rien, tu vois. Et à partir de là, il m'a même dit, c'est incroyable que tu vas pas plus mal que ça, tu vois. Ça a été le tournant de ma reconstruction, parce qu'à partir de là, j'ai dit, purée. Il y a une explication scientifique à ce qui m'arrive, tu vois. Et ça, c'est 2020, tu vois. J'ai mis du temps quand même. Mais 2020, et à partir de là, ça a été vachement mieux, tu vois. Et ce mec, il est super, tu vois. Il s'appelle Benoît Nave. C'est un micronutritionniste sur Annecy qui prend à distance en télétravail. Il est incroyable. Voilà. Merci Jérôme d'être venu chez nous. On va se laisser. Ça va être quoi la suite pour toi là? Qu'est-ce que tu vas faire après cet entretien? Ça va dépendre, Mouloud, un peu. Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer plus? Ou est-ce que c'est bon, je peux retourner à ma vie tranquille, tu vois? Parce qu'en fait, je suis pas un mec qui se cache et qui... Je suis pas un mec qui se cache. Je suis pas un mec à la recherche de fame, tu vois. Genre, moi, je suis à la recherche d'une vie tranquille. Je suis dans une vie tranquille. Je me tape un énorme doc à charge d'un truc que j'ai fait il y a 7 ans. Dedans, on voit pas tout le bien que j'ai fait. Enfin, pas que j'ai fait, hein, que les dons ont fait, ok? Que les dons ont fait et que je suis resté sur place pour vérifier. Donc voilà. Donc c'est un peu problématique. C'est très problématique. C'est très problématique. Moi, je te conseille la tranquillité. Ah ouais, la tranquillité, en mode Rastafari, quoi. Non, en mode tranquille. Ouais, ouais. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.